Ok, bah bonjour à tous ceux qui sont ici en direct et puis bonjour à ceux qui nous écoutent dans le podcast de la Radio Libre. Une émission un peu particulière parce que c'est un peu une première à bien des égards. Une première parce que on traite d'un sujet d'actualité assez rapidement. La parole n'est pas aussi libre parce je pense qu'on va rester autour d'un thème. On va ouvrir avec ce thème et je ne crois pas, étant donné qu'on commence cette émission assez tard dans la nuit, qu'on va switcher beaucoup de sujets, sachant que on va passer un premier temps avec un invité, avec Sabier. Bonsoir Sabier. Bonsoir. Et après, peut-être que, voilà, en fonction du temps qui nous est imparti, peut-être qu'il y aura quelques petites questions, voilà, des gens qui sont avec nous en direct. Et donc ce soir, on va parler d'un sujet d'actualité qui a un petit peu remué non seulement les réseaux sociaux, mais aussi on en a un peu parlé dans les médias plus traditionnels. Il s'agirait donc d'une attaque donc cybernétique, c'est-à-dire donc du hacking, quoi, du piratage informatique. Donc d'un hacker qui a comment dire, il a affirmé avoir attaqué donc une société qui s'appelle Naval Group. Naval Group qui est donc une société qui s'occupe donc de la défense et qui, si j'ai bien compris, s'occupe des sous-marins. C'est ça? Tout bâtiment de guerre, ouais. Ah, tout bâtiment de guerre, ok. Et là, en l'occurrence, il s'agit en l'occurrence de sous-marins, de technologie dans des sous-marins, notamment à partir du sonar. Enfin, ça, tu vas nous dire, il y a pas mal de choses. En tout, il aurait récupéré 1 Tera de données. Sur ces 1 Tera de données, il a menacé d'en divulguer, donc ce qu'on appelle dans le jargon un leak, en anglais, de 13 gigas. Et il a donné, voilà, il a menacé, il a donné un temps, un délai de, je crois, 72 heures. Voilà, il a joué un peu le spectacle en faisant un décompte, et puis au bout d'un moment, voilà, il y a, moi de ce que j'ai trouvé, j'ai pas trouvé le hacker en particulier, donc son petit nom c'est J'ai j'ai son nom Neferpitou, si tu veux, ouais. Neferpitou, c'est ça? C'est ça, ouais. Neferpitou. Et alors j'ai cru voir que parmi les journalistes, il y en a qui le confondent, ou peut-être c'est la même personne, mais moi j'avais pas l'impression que c'est la même personne, avec quelqu'un qui s'est exprimé sur X et qui a balancé lui beaucoup plus de screenshots, des choses plus détaillées, qui lui s'appelle Sax, avec 2 X. Est-ce que tu as entendu parler C'est de celui-là? c'est vraisemblablement pas la même personne. Je crois aussi, hein, mais voilà, déjà ça commence bien parce qu'il y a des journalistes qui le vendent les deux comme étant la même personne, donc ça commence pas ouf. Ensuite, eh ben, tout ce qui s'est passé, c'est forcément, ça a parlé dans tous les sens. On remarque notamment que les médias un peu traditionnels ne font en fait que se citer les uns les autres et on n'a pas vraiment les sources parce que il semblerait que la source ce soit tout simplement un post dans un forum un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire, d'après les photos qu'on voit. Et a priori, ça s'est passé dans le Darknet. Donc tout ce qu'on a, c'est des captures d'écran. Euh, et donc tout ce qu'on a eu comme réponse donc de la part de Naval Group, ça n'est alors, c'est un communiqué qui n'accuse pas la cyberattaque en elle-même, mais une tentative de nuire à l'image de Naval Group en faisant croire qu'on l'a attaqué. Donc, d'après Naval Group, la posture officielle, c'est nous n'avons pas été attaqués. Par contre, on essaie de nous nuire parce que si on parle de cyberattaque et qu'il y a il y a à chaque fois je le terme anglais, des leaks, des fuites de données, et bien alors ça discrédite le sérieux de cette société et donc ça peut, là, après il y a tout le champ des possibles au niveau de l'interprétation qu'il y a derrière. Voilà, est-ce que j'ai bien résumé la situation, Sabier? Oui, oui, très bien, très bien. Ok, et donc je vais commencer par la première question, parce que l'une des premières choses qui vient... Alors, moi, je sais pas pourquoi, peut-être c'est à cause de choses qui me sont arrivées personnellement, je ne pense pas à cette question en premier. Enfin, c'est à peu près le même type de question, mais moi je pense pas à... Je vais te poser ma deuxième question qui est plus perso après. La première attaque, c'est a priori, ce hacker, est-ce que c'est un acte isolé? Et si c'est pas isolé, est-ce que c'est, étant donné qu'on parle de défense nationale, de choses qui sont en rapport avec les guerres, donc la géopolitique, les États, etc. Est-ce que ce serait un outil, quelqu'un qui serait payé par un service d'un autre État, et si oui, voilà, lequel serait le plus probable?
Alors à date, on n'a pas de garantie à 100%. On penche très très fortement vers l'incident isolé désormais. Donc il y a, pour peut-être préciser un petit peu la chose, hein, donc ça s'est passé dans la nuit du 22 au 23 juillet, le moment où le hacker Neferpitou a revendiqué la possession de données appartenant à Naval Group. Il a d'abord publié un échantillon de 13,7 gigaoctets. Après, il a publié 6 gigas. Et après, il a enchaîné avec une nouvelle publication de 11 gigas pour faire un tout 30 gigas de données. Ce sont bien des données Naval Group. Ça, c'est une information qui est vraie. Cependant, il n'y a pas eu d'attaque détectée sur le SI de Naval, donc il n'a pas obtenu ces données en attaquant le SI de Naval Group, et il les a obtenus par un autre moyen. Voilà. C'est ce qu'on essaye de déterminer. J'ai un début de réponse si c'est nécessaire de le donner, mais on essaie de déterminer. Donc effectivement, pour répondre plus à ta question, on penche désormais beaucoup plus sur un incident isolé. Un incident isolé, parce que justement ma deuxième question, et comme ça bah à la limite ça balaye ma deuxième question automatiquement. Ma deuxième question, c'est, étant donné qu'on parle de sociétés qui sont privées, on peut penser effectivement à des attaques donc d'État pour par rapport à des objectifs donc d'ordre géopolitique, de défense, etc. Mais ça peut aussi être des actes de concurrence entre différentes sociétés. Par exemple, est-ce que ça pourrait être un concurrent économique, donc une autre société qui voudrait discréditer Naval Group. Donc par exemple, parce que Naval Group est très performant, et donc pour les affaiblir, pour essayer de gratter un petit peu des clients chez eux, ou toute autre raison. Là, a priori, à cette question-là, ce serait un non aussi. C'est ça? Un non très probable. Après, a priori non. Après, c'est une possibilité. Ça fait partie des scénarios qu'on a étudiés. Ça existe. Ce dont tu parles, ça arrive. Même si ça reste assez rare, puisque l'enjeu est bien plus grave là que entre deux sociétés qui fabriquent des voitures, qui se font de la concurrence, puisque nous on est au milieu, puisque même si tu l'as rappelé, Naval Group est un acteur privé, il reste sous tutelle de l'État, puisque son unique pourvoyeur est l'État. C'est l'État qui décide si oui ou non il y a une vente ou qui est faite ou pas, et c'est l'État qui fait les commandes et les appels d'offres. Donc c'est une société privée mais sous tutelle. Donc effectivement, il y a quand même un lien très fort. Il y a un lien très fort, d'autant plus que pendant le petit laps de temps que j'ai eu pour faire mes petites recherches, je suis tombé sur un article qui date de la période là, donc de ces derniers jours, où je vois qu'il y a une opportunité de vente, je crois, de 3 sous-marins pour les Indiens. Et donc voilà, il y a une certaine convergence. Alors, après, on se doute bien qu'il doit y avoir des signatures de contrats un peu tout le temps, mais voilà, on a le droit de se demander, tiens, est-ce que c'est en rapport avec un certain contrat ou un autre voilà, on sait pas trop quoi. C'est possible que des concurrents de Naval Group puissent tenter d'attenter à leur image. Ça arrive. Après, le contrat auquel tu fais référence, c'est des contrats pour des sous-marins de type Scorpion à l'Inde, où actuellement c'est toujours en attente d'un feu vert, qu'on n'a pas terminé, c'est en salle d'attente. Ça devrait se dénouer là sur le dernier trimestre 2025, positivement d'ailleurs. Mais même s'il y a ça paraît si peu probable, étant donné la nature des documents. Je ne sais pas si après on entrera dans le détail de la nature des documents qui ont été dérobés, mais vraisemblablement ça sert pas à grand chose de s'alarmer, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Eh bien, à ce moment-là, quels sont des éléments de réponse ou des choses qui te semblent plus pertinents, étant donné que voilà, tu es quelqu'un qui est assez dans le terrain, on va dire, et donc à ton avis, quelles sont les choses les plus probables qui ne sont pas du tout explicitées et qu'on peut pas deviner par soi-même, ni en essayant de suivre des actualités, ni même en essayant de suivre et même pour des personnes qui s'y connaîtraient et qui appliquent des logiques qui seraient un peu désuètes ou voilà, pas expertes, quoi. À ton avis, c'est un petit peu compliqué de déterminer le sens de ce qui est en train de se passer, parce que
pour donner le niveau d'information qu'il est possible de donner, qui soit le plus précis, le plus à l'heure actuelle. Le hacker en question a exigé de la part de Naval Group qu'ils entrent en contact avec lui pour échanger, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire de toute façon, donc ils nous ont prévenus. Et les motivations de cette personne restent très floues parce qu'il n'y a pas eu de demande de rançon qui a été faite. C'était un des premiers scénarios qu'on a étudié, hein, évidemment. Il n'y a pas eu de demande de rançon qui ont été faites. Dans les informations qu'il a déployées, toutes les informations, tous les documents qui ont été extirpés à Naval Group par ce hacker, sur lequel il fait des mentions diverses, du RD, du Spécial France, du SD. Ce sont des documents qui sont faux. Les documents qui sont par contre réels et qui sont avérés, et ça on peut le confirmer maintenant, il y a effectivement des documents appartenant à Naval Group qui ont été volés. Cependant, il n'y a rien qui soit une source problématique pour nous, puisque du coup il n'y a ni code source du CMS, donc le CMS c'est le système de combat des frégates FREM, ni information de réseau interne, ni documents classifiés, ni environnement de développement virtuel, ni échange interne confidentiel ou échange en messagerie HCL, comme ça a été dit sur les réseaux sociaux. Voilà, ce qui a été volé n'a pas grande valeur. Donc il semblerait, là je mets des guillemets parce que on n'a pas encore validé cette possibilité, que la fuite vienne soit d'un fournisseur, soit d'un collaborateur Naval Group qui aurait malencontreusement soit laissé son ordinateur au mauvais endroit, soit se serait connecté à un Wi-Fi pas très sécurisé ou aurait été assez maladroit dans son attitude, et quelques données auraient été volées, mais il y a une sécurité extrême de toute façon, même sur ces ordinateurs, sur les données qui sont sensibles. Elles sont pas accessibles même en faisant ce genre d'erreur évidente. Donc voilà, pas de panique. Le Naval Group a eu une approche qui est logique, qui est celle de défendre son image, puisque c'est pas très marrant pour leur image. Un gars isolé qui dit que leur SI c'est du beurre, alors que ça fait partie du top 5 de ce qui se fait en France aujourd'hui en termes de cybersécurité. Voilà, donc ils ont choisi la voie de l'attaque réputationnelle, c'est logique. Voilà. Ça reste encore à déterminer, mais il semblerait que ce soit ça. Il n'y a pas de peur à avoir ou de crainte. Il ne faut pas attiser des peurs sur des données classifiées extrêmes qui auraient été volées. Ce n'est pas le cas. Alors autant avancer. J'ai une question par rapport à cette notion de classification des documents. Est-ce que tu peux brièvement, soit donner ton avis ou tout simplement expliquer comment ça se passe par rapport à des personnes qui critiqueraient le fait que c'est quand même incroyable que les données soient pas protégées suffisamment et qu'il n'y ait pas de niveau de classement hyper radical. Moi je peux tout à fait comprendre qu'effectivement il y a des données qui soient plus protégées que d'autres, et qu'effectivement même si quelqu'un, comme tu dis, le scénario le plus incroyable, le plus improbable, mais néanmoins pas impossible, où voilà, la personne serait dans un wifi voilà, un peu non protégé, où elle laisserait son ordinateur ouvert, et on sait que les hackers ils peuvent soustraire des choses assez rapidement avec une clé USB ou quoi. Est-ce que c'est vraiment si grave que ça envers donc au niveau, là je parle vraiment au niveau de la politique, quoi, parce que je pense qu'il y a des personnalités politiques qui ont, je sais plus très bien, sur X ou ailleurs, qui ont un peu pointé du doigt cette chose là en disant c'est quand même très grave de pas protéger assez nos données, etc. Parce que si tu dis bah non, oui il y a des données mais elles sont pas vitales, bon bah le problème c'est que voilà, il y a cette image et voilà, est-ce qu'il vaut mieux classifier à outrance, comme ça t'es sûr que voilà, il y a pas trop de, ton image va pas être entachée, ou alors bah tout simplement t'appliques des logiques rationnelles, et puis des fois quand des choses comme ça arrivent, ça t'éclate à la figure. Tu sais qu'il y a rien de grave en interne, mais à l'externe ça fait tâche, quoi. Oui, c'est ça, c'est une histoire de crédibilité. Bon, les politiques ils font leur jeu, hein, comme d'habitude. À partir du moment où ils sont contre le gouvernement en place, du coup ils disent que ce qui est fait c'est mauvais. Ils feraient pas mieux s'ils étaient à la place, mais ça tout le monde le sait, puisque c'est une question de technologie, et on est au maximum de ce qu'on peut faire par rapport au budget
de notre pays. Euh, Après, sur l'accès aux données, en fait, si tu surclasses, tu limites les gens qui peuvent accéder à ces données. Parce que ça devient de plus en plus compliqué et ça restreint de plus en plus les personnes. Et du coup, tu t'empêches d'avancer au niveau industriel, au niveau militaire, au niveau technologique, parce que tu as des gens qui peuvent accéder à des données qui sont pas très dangereuses et qui n'y accèdent pas. Parce que tu aurais surclassifié. Donc ça, non, les niveaux de classification, ils sont cohérents. Après, voilà, ça peut arriver. Des fois, il y a des attaques vraiment qui sont très 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 massives, où malgré les systèmes de défense existants, ça peut prendre l'eau temporairement. Et d'ailleurs, que ce soit chez nous ou chez d'autres, hein, voilà, ça arrive aussi qu'on agisse. On est dans l'action également, c'est juste que nous, on se tait, on n'en parle pas publiquement. Après, voilà, Naval Group, c'est surtout effectivement une question de crédibilité, d'image. Quand tu fabriques des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, bon, tu es au maximum de ce qui se fait en termes de sécurité et de secret et de discrétion, donc il faut forcément avoir une certaine crédibilité pour que l'État ait confiance. Après, peut-être ça peut être intéressant que je fasse un topo rapide sur les niveaux de classification qui existent pour les documents. Je ne sais pas si c'est pertinent, mais pour peut-être faire mieux comprendre comment c'est fabriqué. Je ne sais pas si c'est utile. Bah, étant donné que là, à partir de maintenant, j'avais une question qui allait beaucoup plus ouvrir le sujet, c'est l'occasion de faire une petite parenthèse là-dessus. Pourquoi pas, ouais. Je t'en prie. Ok, donc petite parenthèse, en gros, avant, il y avait cinq niveaux de classification. Maintenant, il y en a 4. Donc, il y a des abréviations qu'on a nous, DR, SD, TSD. Donc, il y a les documents qui sont non classifiés. Donc, c'est des informations qui sont totalement publiques, sans risque. En cas de diffusion, donc ça peut être la charte graphique d'un groupe, ça peut être ce genre de choses. Voilà, c'est des documents dont on s'en fout. Les notes sur les relations personnelles entre le DRH et le directeur général, comme on l'a vu aux États-Unis par exemple. Voilà, ça c'est des documents qui sont pas classifiés. Ensuite, il y a diffusion restreinte, c'est le niveau 1 de classification. Donc là, ça se sélectionne lorsqu'on envoie un mail et lorsqu'on archive des documents. C'est un accès qui est limité à certains personnels. Donc là, une fuite de ce type de document, c'est un peu embêtant. C'est pas critique, mais c'est un peu embêtant. Ça peut être des notes qui sont un peu sensibles, des spécifications de logiciels. Souvent, c'est DR. C'est un peu gênant, mais c'est pas critique. C'est qu'après, il faut refaire, quoi. Voilà. Après, donc avant, il n'existe plus, mais avant, il existait. Il y avait le confidentiel défense, donc abréviation CD. On est plutôt sur des données techniques confidentielles, type réseau, capteur, etc., mais pas sur des données vitales. Là, pour le coup, la fuite, ça peut porter atteinte à la sécurité de l'État. Donc, ça commence à être compliqué. Le secret défense, c'est type schéma d'armement de sous-marins, communication cryptée, là, c'est extrêmement grave. Ça peut nuire à la sécurité nationale. Et le TSD, c'est type des plans d'attaque nucléaire, des identités d'agents infiltrés, ce genre de choses. Ça, c'est le TSD. Là, c'est plus qu'extrêmement grave. Ça n'arrive jamais, heureusement. Les personnes qui ont accès à ce niveau-là sont très très peu nombreuses. Et c'est une bonne chose parce que justement, ce sont des informations qui sont très 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 sensibles et il faut surtout pas que ça tombe entre de mauvaises mains. Donc voilà pour un petit peu la classification. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup. Euh, Moi, j'ai une question maintenant bah, alors, ça s'applique forcément là, à cette histoire, et c'est une réflexion que j'ai eue là dans l'instant, et c'est pas impossible que j'ai eu aussi cette même chose à d'autres niveaux, cette même réflexion à d'autres niveaux. Euh, on est en train de parler de domaines qui sont extrêmement professionnels, et donc on peut envisager que malgré ce genre d'événements isolés, euh, voire même pourquoi pas des personnes subventionnées ou payées qui seraient des agents donc étatiques. Euh, Ce côté un peu David contre Goliath, il a un effet effectivement. Waouh, ça fait bah voilà, ça fait des papiers à écrire, voilà, pour ceux qui sont professionnels de la chose. Mais pour les gens qui sont littéralement les clients de Naval Group ou de sociétés qui subiraient les mêmes choses, on peut tout à fait imaginer que ce sont des gens qui s'y connaissent, qui savent, qui peuvent décrypter autant que toi le tenant des aboutissants et qui ne se font pas avoir. Donc en fait, au final, les véritables enjeux entre personnes de même culture et de même connaissance, on
peut imaginer que en fait il tombe pas dans le piège. Donc au final c'est un ça peut ressembler à des coups d'épée dans l'eau, ce genre de choses là, quand tu comprends bien les enjeux. Et en plus t'as bien précisé voilà que a priori dans les choses les plus sensibles ce genre de choses n'arrive pas, parce que je suppose ce sont des gens d'extrême confiance ou extrêmement contrôlés, etc. D'ailleurs tous les systèmes mis en place pour sécuriser ces infos là. Et donc ma question elle est assez simple: est-ce qu'une attaque qui est véritablement efficace et qui fait vraiment très très mal à une société privée ou à un État au niveau de sa protection, de sa défense, est une attaque invisible dont on n'entend jamais parler? Et donc, à l'inverse, est-ce qu'une attaque qui fait du bruit est une attaque en fait qui n'a aucune efficacité et qui est juste là pour faire parler et essayer de jouer sur l'opinion publique, mais rien de plus dans le véritable game, quoi. Alors les deux sont liés. Une attaque qui aurait des conséquences catastrophiques, il faut essayer de la taire. On veut absolument qu'il n'y ait pas de sortie d'informations pour plein de raisons. Déjà pour des raisons de crédibilité, pour des raisons de sûreté publique, parce que les gens ont peur. Quand tu montres de la faiblesse, les gens ont peur. Et donc il faut absolument que ça sorte pas, que si possible on arrive à contrôler, fermer toutes les portes, quoi, pour pas que ça sorte. C'est déjà arrivé des failles critiques, hein, sinon on peut pas progresser sans faire d'erreur de toute façon. Mais c'est déjà arrivé. La plus récente en date étant l'attaque sur les cartes vitales. C'est une attaque critique, ça. C'est une fuite de données qui est très grave. Malheureusement, elle est devenue publique. Du coup, ça fait un peu le lien avec ta deuxième chose. Et là, c'est la panique. Du coup, quand ça devient public, là, les gens se sont calmés relativement vite. Ça dépend des sujets. Ça peut être beaucoup plus critique. Voilà. Donc c'est ça en fait l'enjeu, c'est que déjà il faut faire en sorte de jamais être compromis sur des données extrêmement sensibles. Les données les plus sensibles, c'est presque impossible, on va pas dire impossible, mais c'est presque impossible de les voler. Les données secret défense, c'est un peu plus possible. En France, c'est une note qui est publique. Il y a environ 400 000 personnes qui sont accréditées secret défense. Ça fait beaucoup de monde à surveiller. Donc on ne surveille pas parce que c'est trop compliqué. Il y a trop de personnes, on n'a pas les moyens de surveiller quotidiennement tout ça. Donc il y a évidemment énormément de tests, énormément de choses qui sont mises en place pour qu'on puisse arriver à un niveau de confiance suffisant. Mais il y a toujours des erreurs qui sont commises et effectivement les documents secret défense peuvent être amenés un peu plus facilement, même si on reste quand même dans le très rare, à être compromis. C'est pour ça qu'il y a énormément de discussions, notamment en ce moment, sur que mettre dans quel niveau de restriction. Voilà. En sachant que l'accès au très secret défense, par contre, le nombre de personnes, c'est une donnée qui est très secret défense, donc je ne peux pas te la donner, mais effectivement on a un sujet sur la quantité de personnes qui sont accréditées. Ah, ok, je comprends. Alors j'en profite pour demander s'il y a déjà des personnes qui ont des questions, mais à écrire dans le chat, parce que là pour l'instant on reste encore en discussion l'un avec l'autre, et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'avais une question qui m'était arrivée en tête, mais elle est partie justement parce que j'étais concentré à autre chose. C'est le métier qui rentre. C'est le métier qui rentre. Ce qu'il faut bien comprendre, je m'avale un peu, mais c'est qu'en fait, bon, pour l'instant, on n'a pas la 100% de l'ampleur de la fuite, donc c'est encore en analyse. Comme tu te doutes, les gens travaillent jour et nuit là. Les gars sont rentrés de congé, hein, quand il y a ce genre de choses, donc on a rappelé tout le monde qui soit en Malaisie, à Tahiti ou en Suisse, rien à foutre. Tu rentres. Donc les gars sont rentrés et l'objectif là, c'est plus de voir en fait
en termes de sensibilité, est-ce qu'on a confirmation de ce qui semble être définitif, c'est-à-dire qu'il y a absolument aucune donnée sensible qui a fuité, que ce qui a fuité on s'en fout. Et en fait, si ce qui a fuité on s'en fout, bah en fait l'impact il est stratégique ou commercial quoi pour Naval Group, et nous on s'en fout totalement quoi. Voilà, c'est leur problème. S'ils sont pas capables de dire à leurs collaborateurs de pas laisser traîner leur PC dans des gares, c'est pas notre problème. Ok. Donc voilà. J'ai retrouvé ma question. Question qui est encore plus peut-être bizarre peut-être, mais il y a une logique. C'est tu parlais du fait que voilà donc ce qu'on avait dit effectivement, au plus une attaque est énorme et gravissime au niveau de l'intégrité donc d'un État ou d'une société de défense, au plus il faut le plus possible l'invisibiliser. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre logique? Dis-moi si ça a du sens et est-ce que c'est potentiellement arrivé. En fait, quelque part, peut-être que du point de vue d'une structure qui attaque, est-ce que si elle fait quelque chose de trop grave, qui nuit trop à l'intégrité de l'État ou de la société qui est en face, est-ce que ça peut pas se retourner contre elle en fait, justement si ça devient public? Est-ce qu'elle n'a pas tout intérêt à ce que ça reste justement sous le tapis et que ce soit pas public, parce qu'après tous les enjeux diplomatiques etc peuvent aussi faire en sorte que elles peuvent se mettre à dos après beaucoup plus d'institutions, d'États, de sociétés etc, parce que à cause de cette dangerosité, dangerosité qui augmente, et donc ça donne un côté un peu seul au monde comme ça. Donc est-ce que ça pourrait pas se retourner contre l'attaquant, qu'une attaque grave devienne publique? Complètement, oui. En fait, si c'est à la taille d'un État, déjà on le sait, parce que l'intensité d'une attaque, il y a des niveaux d'intensité à partir desquels c'est obligatoirement un pays qui est derrière, parce qu'un groupe privé n'a pas les moyens de maintenir une telle intensité d'attaque. Donc il y a des niveaux à partir desquels on sait d'où ça vient, parce que justement, l'intensité de l'attaque est trop importante pour que ce soit un petit groupe indépendant. Après, un pays qui parviendrait à rentrer, donc c'est théorique là ce dont on parle, mais qui parviendrait à rentrer et à subtiliser des données critiques, il a lui-même tout intérêt à ce que ça sorte pas, puisqu'il est en possession de ces données, et si on a connaissance que ces données sont compromises, on va changer ces données. On va tout refaire. Je te donne un exemple très concret. Demain, il y a une attaque qui est faite par la Chine, par exemple, une cyberattaque, et ils parviennent à voler l'ondulation type du Rafale M5, ou la source acoustique précise du Rafale, et du coup ils peuvent l'intégrer dans leur missile et avoir un cheat code littéralement pour débloquer du Rafale, puisque du coup tu sais très exactement ce que tu dois chercher quand ton missile part avec ces systèmes de radar. S'il a cette information-là, il veut pas la donner. Il veut pas dire qu'il est venu, il veut essayer de faire en sorte que ce soit le plus secret possible. Voilà. Oui. À partir du moment où ça devient public, soit c'est parce que la stratégie de la France, ça a été de rendre la chose publique, pour gueuler auprès des Nations Unies, de l'OTAN, si on sait d'où ça vient. Parce que c'est chiant d'être attaqué par un pays, quoi. Surtout quand tu fais du business avec d'un côté et qui t'attaque de l'autre. Et sinon, si c'est public, c'est que c'est des données qui soit peuvent compromettre la sécurité publique, et donc créer des griefs auprès de la population et créer des problèmes au sein de la population. Soit c'est parce que c'est de la merde. Et là, il semblerait que ce soit le cas. Que ce soit plutôt cette donnée-là, cette solution, c'est que c'est une attaque qui n'a rien donné, et du coup le mec a voulu faire un peu sa pub, quoi. Voilà. Il y a un post que j'ai trouvé, alors je sais pas si tu l'as vu, je vais le publier là ici, comme ça tu pourras peut-être le voir aussi. Dis-moi si tu peux consulter le chat tout en discutant. C'est en fait un post sur X qui date du 7 juillet 2025. Donc là on est à
de 2 semaines avant les événements. Il s'agit d'un compte clairement qui s'affiche, enfin c'est quelqu'un avec son petit logo dessiné à la main là, avec un drapeau russe sur son ordinateur portable et une tête de mort, Mm. et son pseudo qui est le même que le pseudo X, et il dit bah récemment avec des volontaires, on a réussi à infiltrer le groupe de défense Naval Group, et on a des raisons de croire que leur niveau de sécurité est questionnable, etc., etc. Donc il y a eu une sorte de teasing en fait déjà 2 semaines avant en fait de la part d'un membre russe. Est-ce que c'est isolé? Est-ce que c'est pas isolé? Est-ce que c'est juste 2 mecs? Question, réponse, ou pas? Bah, tu te doutes bien que je peux pas te donner une information exacte. Après, comme je t'ai dit, qu'ils aient pénétré le SI de Naval Group, euh, on est encore en analyse, mais on est quasiment certain que non. Après, qu'ils aient récupéré de l'information de manière dont je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire par du fournisseur ou par un ordinateur connecté à un Wi-Fi, ce genre de choses, c'est possible. C'est possible qu'ils l'aient récupéré il y a 2 semaines et qu'ils aient créé une com autour de ça, et que son tweet soit lié à ça et qu'ils aient publié les informations qu'après. Après, voilà, une agression du SI Naval Group réelle, elle n'a pas eu lieu, ou si elle a lieu, c'est qu'on n'en a pas connaissance, c'est extrêmement grave, mais normalement, comme tu peux t'en douter, on a quand même des moyens, donc si on l'a pas trouvé, c'est qu'ils sont pas là. Donc voilà. Mais après, effectivement, bon, des gens qui veulent nuire à la France, pardon, de la propagande, des choses comme ça, il y en a toujours. Et l'ennemi est pas toujours celui qu'on croit, parce que la Russie a souvent bon dos, même si c'est vrai qu'ils sont quand même assez agressifs. Ils ont bon dos sur plein de choses, et ça peut arriver que certains pays essayent de faire penser que c'est la Russie sur certaines actions, pas forcément contre nous d'ailleurs, hein, mais pour justement les mettre à mal et qu'on puisse trouver un ennemi tout trouvé, quoi. Ok. Eh bien, écoute. Je me permets de répondre à une question qui est dans le chat, parce vas-y. qu'elle est rapide. C'est une question de Noé qui demande si alors j'imagine que c'est la DGSI, du coup, la question est à 100% souveraine ou n'est pas sous tutelle de l'OTAN et de la CIA. La DGSI est 100% souveraine. Voilà. Elle n'est pas sous tutelle d'un autre pays. Il y a plus énormément de choses qui sont pas dans quelque chose de plus gros, que ce soit l'OTAN, l'ONU ou l'Union européenne. On l'a vu récemment avec l'histoire des tarifs douaniers. Les services secrets sont totalement souverains. Voilà. Pas de panique par rapport à ça. L'affaire des écoutes, ça fait grand bruit. Bon, moi, j'étais pas encore là, évidemment, quand ça s'est passé, mais ça a fait grand bruit. C'est un scandale d'État. Nous, la préconisation, c'était pour information, en toute transparence, c'était qu'on coupe toute forme de discussion avec les États-Unis de manière temporaire, pour dire vous nous avez fait ça, on parle plus avec vous. Le téléphone est fermé, toute forme de commerce est impossible, tout couper, pour dire qu'on peut plus faire ça. Le choix a été de faire autre chose, c'est comme ça. Mais effectivement, non, ce sont des organes qui sont totalement indépendants, pour le coup. Ou s'ils ne le sont pas, c'est qu'on n'en a pas connaissance et c'est encore plus grave. Hein. Mais c'est impossible. Voilà. Eh bien, écoute, après moi une demi-heure, je pense qu'on a fait bien le tour de la question, en tout cas pour des gens qui s'y connaissent pas ou plus ou moins, ou qui aimeraient avoir un tour d'horizon sur la cybersécurité, les enjeux, etc. Et surtout bah, de la situation, est-ce qu'elle est si grave que ça? Donc bah voilà, moi je pense que là dans les temps qui sont impartis, étant donné qu'on a commencé assez tard, si tu veux, on peut en rester là et puis on voit avec les copains qui sont présents s'ils veulent nous rejoindre. Ouais, complètement. On peut répondre à des questions en live avec plaisir, quoi. Et donc voilà, bah si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à demander la parole. Et puis posez vos questions, sinon si vous pensez avoir fait le tour de la question, on peut passer à autre chose. Hein. En tout cas, ouais, ça m'a un peu surpris. J'avoue que c'est pas très facile de partir à la cherche aux sources sur Internet. Là, notamment quand tu es sur X, trouver les sources des articles, et des publications, c'est assez complexe. Et d'un autre côté, de l'autre côté du miroir, les médias mainstream ne font que se citer eux-mêmes, tu vois. Donc trouver les véritables sources, c'est pas très évident.
Les médias mainstream, de toute façon, ils font un sport qui s'appelle donner une information et après on vérifie si jamais on nous râle dessus d'où elle vient, quoi. Donc c'est compliqué. Puis il y a tellement de propagande dans tous les sens que c'est très très difficile d'avoir une information. Ah merde. Ah, Noé, on t'entend. Si tu ne parles pas, mets-toi en mute. Ah, Et je alors t'entends pas. Bah alors, Allô. moi je dois te mute alors. Dis-moi quand ce sera bon. Moi, c'est Dalila, j'ai été invitée à parler. Ouais, alors Delilah, Vous m'entendez? t'as demandé la parole en premier, donc bonjour, enfin bonsoir Delilah, vu que l'heure qu'il est. Et bah vas-y, si tu veux poser ta question, Oui. dis-nous. Ah, moi, j'adore ces histoires d'espionnage, de géopolitique, la guerre froide, on parle des Natacha, des hirondelles, des services russes, c'est toujours les Russes. J'ai bien aimé le poste qui dit mon grille-pain est tombé en panne, je suis sûr que c'est les services russes. Non, mais il faut savoir une chose en géopolitique, c'est qu'ils n'ont absolument rien à foutre de la France. Demandons-nous, par qui sommes-nous gouvernés? Est-ce que c'est un intelligent? Est-ce que c'est un politique? Est-ce que c'est un compétent? Est-ce que c'est un patriotique? Est-ce que c'est un nationaliste? 5 fois non. Il est complètement à la ramasse. Il n'a pas les compétences de pouvoir donner, je pense, des directives assez intelligentes à ceux qui sont à la tête justement de services hyper cruciaux pour la France. Alors on attaque Naval Group sur les documents. J'étais pas au courant parce que j'ai pas fait de géopolitique aujourd'hui. Sur les documents, bon, ils ont fuité, peu importe. C'était pas important, mais c'était juste un coup d'essai parce que les vrais hackers, ils testent juste un petit truc. Hein. Tu sais, genre, ils attaquent des comptes bancaires, ils vont pas prendre 1000 euros sur chaque compte, ils vont prendre 1 euro. Une fois qu'ils ont réussi, ils vont rentrer dans la salle des coffres, ils vont piller Fornox, ni vu ni connu. Et dans quel est le but? Quel est le but final, moi, d'après moi? Après, ça n'est que mon avis, je ne suis absolument pas experte comme vous deux qui avez parlé précédemment. C'est pour pouvoir justifier, c'est une action factice pour pouvoir justifier le fait que on aura besoin de débloquer 500 milliards d'euros que nous n'avons pas. Déjà pour finir les fins de mois, ça nous aiderait. Pour inciter la France à rentrer en guerre contre la Russie, alors qu'elle n'en a pas les moyens, ni techniques, ni militaires, ni stratégiques, mais c'est que dalle. La France, comme dit Idrissa Berkane, depuis le temps qu'elle se prend pour le phare du monde, l'Europe aurait déjà eu des coups de soleil. C'est Bah, du ça, pipi de chat. on Et seule une pourrait. personne. Excuse-moi Delilah, parce qu'au final je comprends pas Ah. s'il y a une question ou s'il y en a 3000 en 2 minutes, mais au final on pourrait s'arrêter Non, là, c'est on là. pourrait s'arrêter sur celle-là. Est-ce que Sabier, comment dire, ce postulat de dire bah non, la France n'est pas en capacité de rentrer en guerre en Russie, c'est quelque chose avec lequel tu es d'accord ou est-ce que c'est questionnable ou oui, non, dans une Attendez, certaine juste mesure. une dernière remarque. Oui. Ça m'a fait penser comment Edward Snowden a pu s'accaparer ces documents. Si tout est classé secret défense, et n'oublions pas, gardons, si c'était pas quelqu'un qui était de l'intérieur, c'est comme ça que procèdent les agents doubles, qui font fuiter ou pour se faire prendre justement, on leur donne une fausse information, elle circule, on sait que c'est lui. Ou bien il veut vraiment faire du zèle, et là il vole des documents réellement classés secret défense. Et puis, c'est comme quand on crée un canal comme Discord. Discord, je sais pas, mais WhatsApp et Telegram dernièrement. Bien sûr que avant de pouvoir créer ce genre de type de cadeau, alors je fais un parallèle, hein, le pays résident qui abrite donc le canal oblige le créateur à laisser ouvertement un accès à une backdoor. Il lui demande de créer une backdoor de manière à pouvoir espionner un tel ou un tel. Qu'il le veuille ou non, sinon il ne peut pas le faire. Donc il n'y a pas de fumée sans feu. Que ces documents soient importants ou pas, c'est quand même quelqu'un de l'intérieur qui les a fait fuiter. Et n'oublions pas que, pour ceux qui ont la chance, on est en vacances. Il fallait bien créer un buzz, il fallait bien préparer un vote exceptionnel du budget qui ferait qu'en septembre, on aurait tous peur que les Russes, donc, qui n'ont absolument rien à foutre de notre gueule, parce qu'ils sont bien plus intelligents, bien plus militaires, bien plus renseignés que nous, et qui, c'est un peuple qui parle d'une seule voix, contrairement à nous. Voilà. Nous, on nous fait peur.
on nous fait peur avec les gilets jaunes, avec l'inflation, avec les taxes. On appelle ça, c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est rajouter de la peur sur la peur de la peur des peurs, moi j'appelais ça. Enfin, c'était pas une question, c'est juste. Ouais, je vois ça. Au lieu En fait, de c'était regarder pas des le questions, en devoir, fait. regardons la lune. Non, Merci pour non, ton c'est de la coup de gueule. réflexion. En tout cas, pas de souci Ouais. pour cette réflexion. Merci à vous. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, j'ai essayé d'en extraire. Sur, Vas-y. je peux t'apporter une partie de réponse sur certains sujets que je maîtrise. Il y en a d'autres que je maîtrise pas. Sur ce que tu as dit par rapport à la partie militaire, tout est inexact, quasiment. La Russie n'a absolument pas les moyens de faire la guerre à la France. C'est dans ce sens-là que les choses vont. Puisque la France est en interopérabilité OTAN, et même si en termes de nombre la Russie a plus, ça n'a aucun sens de toute façon, puisque on est deux pays qui ont des puissances nucléaires, donc il ne peut pas y avoir de vainqueur lors d'un conflit. Mais en termes de technologie et interopérabilité, la Russie est extrêmement inférieure à la France. Voilà. Donc c'est sur un théâtre de guerre conventionnel, la Russie n'a aucune chance, si ça peut répondre à une question, mais ça n'a pas de sens, puisque si sur un théâtre de guerre la Russie serait vaincue, elle a de quoi cramer la planète une trentaine de fois, donc, et nous aussi. Donc Ouais. en fait, c'est de la pure théorie qui n'est là que pour amuser la galerie et faire croire aux gens qu'on peut avoir peur de quoi que ce soit. C'est des gens qui font du buzz sur ces choses-là. Un conflit nucléaire, personne n'est assez stupide pour le voir arriver, et les indications de réponse à l'attaque nucléaire, ce sont des choses qui sont publiques, qui sont partagées entre les pays, même entre pays qui sont adversaires, de manière à intégrer justement dans le cerveau des pays qui souhaiteraient s'en prendre aux intérêts nationaux de la France et aux intérêts de l'OTAN et aux intérêts de la Russie, de la Chine, hein, parce qu'ils le font aussi, à faire comprendre aux gens ce qui se passerait en cas d'attaque et la réponse qui sera donnée. Et la réponse sera donnée puisque c'est un protocole qui est strict et automatique. Donc en fait, ça n'a pas trop de sens à part faire peur aux gens de ça. Après, tout ce que tu as dit sur Macron, etc., je te laisse libre de ton opinion. Ah oui. Et après, je me rappelle pas de tout ce que tu as dit, mais voilà, sur la partie militaire, je pense que c'est important de rappeler ça. C'est de la propagande, ça relève de la propagande de dire que la France n'a pas les moyens de faire la guerre à la Russie. La France n'a pas intérêt à faire la guerre à la Russie, ça c'est une certitude, parce qu'on n'a pas du tout l'intérêt de le faire. Après, est-ce que l'OTAN va nous y amener ou pas, ça c'est une autre question, ça relève de l'opinion. La France, dans son intérêt personnel, et ça c'est mon opinion, doit tout faire pour qu'il n'y ait pas de guerre, puisque c'est absolument pas notre intérêt. Voilà. Donc, Et pourtant, c'est un commerce tellement rentable. J'ai une question. La France a des Mirages ou des F-35? La France La France fabrique son propre avion, qui est le Rafale. On a encore des Mirages, on a aussi des Alpha Jet et des Fouquet Magistère, mais on a le Rafale. Et plus récemment, on a un modèle avancé qui s'appelle le Rafale M5, qui est un Rafale équipé d'un co-drone de pilotage. Le salon du Bourget, vous auriez pu y voir ma tête. Le salon du Bourget, a été présenté le nouveau Rafale qui sera en copilotage, donc un pilote avec un drone à côté qui servira à lui donner du renseignement et de l'information supplémentaire. Et le Rafale va repasser en usinage puisqu'il doit embarquer les missiles M51.3 qui sont les nouveaux missiles nucléaires de MBDA. Que le président de la République veut lançable depuis un SNLE et depuis un Rafale en cas de théâtre de guerre pour accentuer la pression sur les pays qui souhaiteraient s'en prendre à la France. Voilà, pour information. Ok. Et il y en a beaucoup qui souhaiteraient s'en prendre à la France? Directement, il n'y en a aucun. Après, indirectement, il y en a beaucoup, oui. Ce sera plus de manière indirecte, hein, on peut s'y attendre. Directement, personne n'est assez fou pour le faire. Indirectement, ça arrive quotidiennement. Eh bien, merci Delilah pour ton intervention. Je te remets dans notre audience et je te rappelle que cette émission est enregistrée. Donc, si jamais tu ne souhaites pas que ta partie soit gardée, bah, tu m'envoies un message et puis je couperai tout ça. Et donc maintenant, Noé, si tu veux, tu peux réallumer ton micro. Voilà, vous m'entendez? Bonsoir Noé, on t'entend Noé. Oui. Alors, c'est à toi. Bonsoir à tous, bonsoir Sabier. Moi, je voudrais poser une question concernant
l'économie de l'armement en France, bon, les USA sont les premiers vendeurs d'armes. Je crois que la France est le deuxième pays en Europe, en tout cas, pourvoyeur de vente d'armes. Voilà, je voudrais savoir s'il y a eu des alliances, des contrats, ou des divergences de concurrence. Est-ce qu'ils se partagent pas le marché? Comment ça se passe? Voilà, parce que bon, on sait que quand même la France en ce moment, même s'il n'y a pas une guerre nucléaire, il y a quand même une guerre économique et politique, plus ou moins larvée par les politiques, par la politique américaine, économique américaine, quand même quoi. On n'a pas, on sait très bien. Enfin, il y a plein de gens qui se posent des questions sur Macron en disant si c'est pas un agent américain quoi. Bon, je sais pas si c'est une question que je peux poser, mais il y a beaucoup de gens qui se posent la question quand même. La dernière question, tu peux la poser, mais comme tu peux t'en douter, je vais pas y répondre. Concernant l'armement, pour donner des chiffres officiels, pour des chiffres annuels, je suis en capacité de te donner les chiffres de 2023, qui sont les derniers chiffres. De l'État, c'est énorme, hein. C'est énorme. L'exportation 2023, c'est 27 milliards d'euros. C'est le record, c'est un record. Hein. C'est un record, c'est en augmentation constante. L'augmentation en 2024 et 2025 est très significative. Place, on l'a pris de manière après, pour la partie accord, les États-Unis d'Amérique sont un gros adversaire industriel pour nous sur la partie armement, évidemment, puisque tout ce qu'on fait, ils le font. Donc, des accords, il y en a très peu. Ils essayent surtout énormément de nous voler des marchés ou de nous concurrencer sur des marchés. Le plus célèbre récemment étant le marché des sous-marins australiens, où on s'est bien moqué d'eux en termes de crédibilité, puisque du coup, ils ne sont pas en capacité de faire ce qu'ils ont annoncé. Donc non, effectivement, on n'est pas trop dans le mood n'est pas trop à l'accord, surtout avec Donald Trump. Avec Joe Biden, c'était un peu différent. Après, voilà, l'économie américaine est dans une période de récession. À chaque fois qu'elle est dans une période de récession, ils cherchent à droite à gauche où c'est qu'ils peuvent faire la guerre pour relancer leur économie. Ça fait 70 ans qu'ils font ça, donc plus personne n'est dupe. Mais après nous voilà, on a nos groupes, ce qu'on appelle la BITD en France, donc c'est la base industrielle et technologique de défense. C'est tout ce qui fait notre souveraineté. C'est quelque chose qui nous a été légué par des politiques souverains et intelligents. Il y en a eu avant, et qui fait que la France aujourd'hui, elle est en capacité de produire la quasi-totalité de ce qu'elle fait. Les derniers éléments étant non critiques, et les quelques éléments critiques qu'on n'était pas en capacité de produire nous-mêmes, désormais avec les 845 milliards d'euros qui sont mis sur la table par l'Europe pour financer le budget de défense de l'Union européenne, le budget sera suffisant pour être en autonomie complète sur ça, puisque la France est le pays qui va récupérer le plus d'argent de cet investissement. Donc pour une fois que c'est dans ce sens-là que l'Union européenne, bon, malheureusement c'est pour le business de la mort, mais pour une fois que ça revient vers nous, c'est plutôt positif pour nous, enfin pour les caisses de l'État, je vais dire, et pour donner deux, trois infos, les pays après derrière qui vont récupérer le plus, ce sont l'Angleterre, l'Italie, la Suède, et après l'Allemagne. Donc du coup pour l'Angleterre, pour la partie plutôt aéro et drone, parce que leur marine est absolument désuète, elle est bonne pour la casse, pour plein de raisons de gestion catastrophique. L'Italie, qui est un très gros producteur marin, avec qui on travaille énormément la France. Le groupe le plus connu étant Fincantieri, qui est un groupe immense comme Naval Group. Et on a fait un excellent projet avec eux qui s'appelle le projet FREM, c'est des frégates multimissions, qui sont des frégates très, très versatiles et qui permettent d'avoir plusieurs opérabilités. Donc ça évite de faire beaucoup plus de bateaux, puisqu'il peut faire la chose que peut faire plusieurs bateaux en temps normal. Donc l'Italie, la Suède sur la partie sonar et drone, ils travaillent énormément avec Thales, même s'ils sont en concurrence beaucoup avec eux. C'est la société Saab la plus connue. Et après les Allemands, pour leur fameux char Léopard,
qui est connu puisqu'il y a beaucoup de vidéos sur Internet de chars russes se faisant exploser par des chars allemands. Voilà, c'est une belle machine, même si ça coûte très cher. Donc voilà. Voilà, et puis après sur la partie industrielle de défense, je sais pas si c'est utile de le dire, mais le plus gros groupe industriel français, c'est Safran, de très loin, suivi après par Airbus, Dassault Aviation, Naval Group, Thales, MBDA, Arcus et Nexter sur la partie artillerie. Et il y a quelques groupes qui sont en train de grossir, comme Exail, qui fabrique des drones en masse, des drones low cost à 200 000 euros pièce, qu'on essaie de faire pour éviter d'avoir des trucs qui coûtent 20 millions d'unités et qui sont abattus par des choses qui en coûtent 30 000, c'est un petit problème. Donc voilà. Je ne sais pas si ça répond totalement à ta question, mais ça donne un petit topic de ce milieu. Non, mais parce que j'ai regardé par curiosité l'autre jour, il y avait une cartographie sur les usines d'armement en France. J'étais stupéfaite de savoir le nombre d'entreprises, et c'est une vraie industrie, quoi. Alors, je pense qu'en ce moment, l'économie de guerre, je ne sais pas si ça va nous servir, nous, les citoyens. Ouais, comme tu dis, voilà, ça rapporte beaucoup d'argent là, depuis quelques années, quoi. Bon, je ne sais pas si nous, on va pouvoir en bénéficier, quoi. Au niveau de notre vie au quotidien, voilà, quoi, hein, dans l'éducation, la santé, etc., quoi. Je ne sais pas si ça va être réinvesti, tout ça, quoi. Les contrats d'armement financent le système social de la France en partie, comme le reste de ce que produit la France. Après, voilà, il y a toujours le fait de se dire, bon, c'est pas la même chose de vendre des sacs Chanel et de vendre des missiles. L'objectif n'est pas le même. Donc il y a une question d'éthique, il y a une question d'humanité qui entre en jeu, évidemment, pour l'opinion publique. Hein. Voilà, si ta sécurité sociale elle est payée par la mort des autres pays, c'est un peu gênant. Il y a des gens que ça gêne, hein, c'est normal. Donc oui, c'est énorme, ça grossit, ça soutient en ce moment beaucoup le BTP qui est en train de se casser la gueule, qui a toujours soutenu l'économie du pays. Mais effectivement, ce serait bien si l'armement était moins important. Ça voudrait dire qu'on est dans une période de paix, mais bon, malheureusement, c'est pas le cas. Ouais, ou même passer des partenariats hybrides financiers et économiques au niveau de l'État, voilà, quoi. On peut faire ça aussi, quoi. Hein. Parce que comme maintenant l'armée accepte aussi des civils, pourquoi on passerait pas des contrats avec l'État au niveau de certains ministères? Ça donnerait une éthique et une image de l'armée, voilà, plus citoyenne, quoi, mais pas dans le sens d'aller faire la guerre, quoi. Après, la logique des choses fait que tu prépares au maximum tous les scénarios possibles, et évidemment dans l'optique de jamais faire la guerre. Après, voilà, comme tu le sais, j'ai démissionné, c'est que je considère qu'on n'est pas dans cette ligne-là, puisque moi c'est la ligne éthique qui était la mienne, parce que je considère que si on est suffisamment crédible, personne va s'attaquer à nous. Si on devient moins crédible, les gens vont commencer à avoir une fenêtre, puisque bon, personne, enfin tout le monde s'en fout de l'intérêt de la France, comme nous on se fout de l'intérêt des autres pays d'ailleurs. Hein. Et si quelqu'un voit une ouverture vers un pays à côté, il peut la saisir. Mais effectivement, voilà, l'armement c'est un business. Je t'invite à faire, si tu ne l'as pas déjà fait, parce que je sais que tu as beaucoup de connaissances sur pas mal de sujets, mais à prendre connaissance de ceux qui financent les deux côtés de la guerre et qui sont les vrais vainqueurs dans un conflit, parce que justement leurs investissements et leur matériel financent deux faces d'une même pièce, et eux ils n'ont pas de perte. Ils gagnent quoi qu'il arrive. Ok. Merci beaucoup Noé, et c'était très intéressant là. Justement, évidemment. Voilà, bon, je te remercie, Sabier. Avec plaisir, Noé. Merci. Merci à toi Noé, on a encore deux questions, et la prochaine, je ne l'ai pas en écrit parce que là c'est de l'audio, c'est Jack qui nous rejoint en vocal. Salut Jack, vas-y, c'est à toi.
de poser ta question ou tes Salut, questions ou tes remarques. Ouais, bonsoir à tout le monde. Ouais, justement, je voulais vous poser la question, justement, surtout à toi, Sabier. Justement, savoir, bon, on a perdu un peu de souveraineté via la vente d'Alstom, notamment les turbines Arabelle. Et je voulais savoir à quelle hauteur et de quelle façon étaient protégés justement des entreprises comme Safran, Dassault, Thales et leur degré de collusion avec l'État et si justement allez, on peut citer si Macron voulait par un biais ou par un autre mettre la main dessus et comme il l'a fait avec Alstom, savoir si ça c'était protégé et s'il n'y avait pas de risque justement que cela fuite à l'étranger comme ce fut le cas pour Alstom, quoi. Voilà. C'est ma question. C'est une excellente question. Alors les entreprises en fait qui travaillent sur la défense et qui sont jugées en relation avec la sûreté nationale par l'État sont catégorisées dans un sigle que j'ai donné tout à l'heure qui s'appelle le BITD, Base industrielle et technologique de défense. C'est à peu près 200 entreprises et 4000 sous-traitants. En gros, et on contrôle de manière quotidienne et permanente leur indépendance, leur résilience industrielle et le maintien de leurs activités et de leurs intérêts en France. Voilà. Ces entreprises-là, à partir du moment où elles intègrent un BITD, sauf accord de l'État, elles n'ont pas le droit d'intégrer un capital étranger et elles sont protégées contre toute forme de rachat étranger, qu'il soit européen ou qu'il soit international. C'est l'article 2332-1 de mémoire du Code de la Défense. L'État, c'est lui qui autorise, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que même si ce sont des entreprises privées, il y a privé et privé, quoi. Orange et Danone, ils n'ont pas ces problèmes, quoi. Et les fabricants de matériel de guerre, dits de guerre, ils doivent être autorisés par l'État, ne serait-ce qu'à pouvoir fabriquer, donc à pouvoir importer la matière première pour fabriquer. Et une entreprise d'armement, si elle souhaite céder ou acquérir une action dans une entreprise, qu'elle soit française ou étrangère, ça passe par un niveau d'autorisation et par une acceptation qui se fait chez nous. Une entreprise comme Naval Group, par exemple, ou comme Thales sur sa partie Underwater System Space Défense, parce que sur sa partie avionique, c'est une entreprise totalement privée, on n'a pas de contrôle, elle n'a pas le droit d'acquérir ou de céder des actions ou de faire des investissements financiers massifs sans qu'on en soit informé et sans qu'on puisse donner notre go, notre no-go sur ça. Après, sur la partie interne. Le problème de Alstom, c'est que c'était détenu par l'État, quoi. Enfin, une partie était détenue par l'État. C'est pour ça que ça a fuité, quoi. Et non, je sais pas. En fait, si le truc, c'est que la partie d'Alstom qui a été vendue, c'est ce qui est considéré comme la partie, alors j'espère blesser personne parce que c'est pas du tout l'idée, c'est ce qui est considéré par Alstom comme les parties à faible valeur ajoutée. Et c'est la façon dont elle a choisi de réaliser son désendettement, parce que c'est une entreprise qui avait un endettement hors de contrôle, et c'est la façon dont elle a choisi de réaliser son désendettement. Les activités sur les segments à forte valeur ajoutée, ils sont totalement souverains encore. On est sur donc tout ce qui est services, signalisation, mobilité durable. Voilà, il y a quasiment 40 ans de carnet de commandes entre l'État et Alstom, donc il y a de quoi faire. Et après, c'est en fait un choix qui a été fait. Alors, il se discute très fortement parce qu'en fait, il y a des choses qui ont été mal faites dedans et il y a des choses qui ont été cédées qui n'auraient pas dû être cédées. C'est ça qui a créé en fait du problème. C'est un choix qui a été fait pour ne pas être sur la même autoroute que Siemens en roulant 10 km/h moins vite parce que tu peux pas gagner, quoi. Voilà. Donc c'est un choix qui a été fait de séparer ça, mais effectivement c'est une entreprise en fait qui avait des dettes vraiment astronomiques et du coup la vente ça a ramené de mémoire. Et si vu la signature, enfin la pseudo signature pour le moment entre l'UE et Trump
pour l'achat de 700 milliards ou 600 milliards d'euros de matériel entre guillemets américain d'armement, est-ce que ça va pas mettre justement des sociétés comme Thales, Safran ou Dassault en difficulté financière et est-ce que justement ces sociétés-là vont pas devenir un peu en perdition et vont devenir des proies potentielles pour justement des rachats par des actionnaires étrangers, quoi. Donc moi c'est une question que je me pose, quoi. Alors, dans la théorie, non. Après, il faut voir en pratique ce qui se passe. Dans les exportations d'armes françaises vers les États-Unis, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est 29 millions d'euros par an. C'est-à-dire que c'est un café, quoi, pour les Américains. C'est rien. Donc, en fait, si tu veux l'augmentation des taxes, quand bien même elle pourrait toucher nos groupes, on ne vend rien aux États-Unis sur la partie armement, puisqu'ils fabriquent tout. Donc, en fait, c'est con d'acheter ailleurs, quoi. Non, mais je te parle pas de l'investissement justement des Américains vis-à-vis de l'armement français. Je te parle de l'investissement des pays européens vis-à-vis de l'investissement justement potentiel. Je veux dire, les Européens pourraient, au lieu d'acheter des avions américains, acheter plutôt du Rafale. Vu les accords signés, je pense qu'ils vont tous se retourner, tous les pays européens, à s'acheter des avions américains au détriment du Rafale. Bon, c'est déjà plus ou moins le cas actuellement, mais je pense que un tel arrangement et un tel contrat tel qu'il a été signé va encore encourager ce phénomène. Et justement, à part l'Inde. Enfin, franchement, et puis les Émirats ou voilà, mais je veux dire, le Rafale, personne n'en veut, et on a l'impression que les Américains font tout pour que le Rafale ne se vende pas et que justement, même si la technologie du Rafale est excellente, qu'elle finisse dans le panier au final des Américains. Alors, pour répondre parce qu'il y a plusieurs questions, mais en fait, là où tu as totalement raison, c'est que le Rafale ne se vend pas bien en Europe, principalement à cause de l'action des Américains. Et en fait, il y en a une qui est toute bête, c'est surtout avec les pays de l'Est où on a du mal à les vendre, mais c'est pour une raison simple, c'est que c'est ancré dans leur tête, et c'est simple ce que je vais dire, hein, parce que la raison, c'est celle-là. C'est que c'est ancré dans leur tête depuis la chute du bloc soviétique que ma sécurité égale les États-Unis d'Amérique. Et ça, c'est ancré dans la tête des gens parce qu'ils ont fui ce bloc qui pour eux était catastrophique. Grâce à l'Europe et aux investissements américains, ils ont vu leur vie évoluer positivement. Maintenant, c'est plus discutable, mais eux, ils partaient de beaucoup plus loin que nous. Et en fait, dans leur tête à eux, sécurité égale États-Unis. Donc déjà, toi, quand tu arrives et que tu n'es pas les États-Unis et que tu veux leur vendre du matériel de guerre, tu pars avec une balle dans le pied, quoi. Donc c'est plus compliqué. Après, les pays de l'Europe de l'Ouest, ils fabriquent leur propre matériel. Donc ils ont moins envie d'acheter chez nous. Donc tu vois, le marché européen, il est toujours compliqué pour l'aviation française. Pour Airbus, tout va bien, puisque les Américains sont pas capables de faire voler les Boeing. Mais pour la partie militaire, c'est plus compliqué. Donc c'est plus pour ces raisons-là. Après, Trump, il joue sa partition. Nous, c'est vrai que voilà, ça va augmenter le coût de fabrication des équipements qui sont à destination des États-Unis, surtout principalement à cause des taxes sur l'acier et l'aluminium importés, qui sont importantes. Mais sinon, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver des contrats avec d'autres pays et on va changer nos contrats. On reste quand même dans une semi-souveraineté européenne, on va dire. C'est juste que pas tout le monde a les mêmes intérêts, quoi. Et donc, voilà, je sais pas si ça répond bien à ta question. Mais ouais, non, ça répond pas trop à ma question parce que ma question c'est justement le devenir par exemple
d'une arme qui permet quelque part la souveraineté de la France, comme le Rafale, qui est potentiellement un lanceur d'ogives nucléaires, de missiles nucléaires, qui pourrait assurer notre protection, qui est vraiment le couteau suisse de l'armée de l'air. C'est un avion qui sait tout faire. Et c'est un avion qui est volontairement dégradé justement par les Américains, sachant qu'ils n'ont pas un avion aussi perfectionné que le Rafale, et qu'ils empêchent aux quatre coins du globe sa vente, quoi. Donc et j'ai peur que, au même titre, alors on parlait des turbines Arabelle qui servent de propulseurs aux sous-marins nucléaires, qui ont été vendus par Macron justement aux États-Unis à General Electric. Moi, j'ai peur que voilà, des entreprises comme Dassault, Thales, Safran, subissent un jour le même sort. Voilà, c'était vraiment ça ma question. Si elles le subissent, effectivement, ce sera de la volonté de la France, parce que comme je t'expliquais tout à l'heure, elles ne peuvent pas le faire de leur propre chef. Elles n'ont pas le droit de le faire. Après, le programme Rafale, c'est un programme qui est financé par les investissements de la France et les besoins de la France. Les ventes, c'est du plus qu'on fait à d'autres pays. Et après, en dehors de l'Europe, par contre, ça se vend très bien, hein. On a vendu quand même le Rafale à beaucoup de pays, parfois en grande quantité, hein. Les Indiens nous en ont acheté plus de 120. Donc ça se vend quand même. C'est juste qu'en Europe, effectivement, c'est très compliqué. Ta question elle portait plutôt sur l'Europe, mais le programme Rafale, il n'y a pas de souci à se faire. Après, ce qu'on essaye de faire actuellement, c'est voir, mais mon opinion, c'est que ça va pas se faire, mais c'est une opinion. Parce que là, je n'ai pas la réponse. On a essayé de réfléchir à un jet franco-anglais pour essayer de travailler ensemble avec nos deux budgets pour faire un avion encore plus performant. Bon, il se trouve que l'Angleterre se tiers-mondise à une vitesse pharaonique. Donc, c'est très compliqué de travailler avec eux. Et moi, je pense que du coup, ça ne se fera pas et que la France va faire son programme aérien seul ou peut-être avec l'Allemagne. Ce sera peut-être plus possible comme ça. Donc voilà. Mais le programme Rafale il s'est financé sans aucun problème. Le Rafale M5 est déjà financé et la portée de missiles nucléaires est déjà financée. Il y a 25 ans de carnet de commandes devant, donc tout va bien. Ouais, mais je veux pas monopoliser la parole, mais tu parles d'une association France-Allemagne pour la création d'un nouveau chasseur de combat. Je veux dire, on a vu ce que ça donnait les associations franco-allemandes. Personnellement, j'ai des doutes, mais Ah bah oui, il y a des très gros doutes, hein. C'est pour ça que ça se contractualise. Mais ça commence à être difficile de maintenir seul de tels programmes militaires, financièrement. ouais. Donc c'est mal barré. Voilà. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est de l'opinion, parce que je n'ai pas l'information. Mais voilà. Ouais, ok. C'est bon pour toi, Jack? C'est pas rassurant. Ouais, c'est bon pour moi. Merci à tous. Bonsoir. Merci à toi, Merci à toi. c'est super. On va gentiment arriver sur la fin, et pour ça, c'est pas plus mal parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui nous a posé une question. Alors il a envoyé une petite image. Il y a des gens d'ailleurs dans l'audience qui savent pas ce que c'est, et puis il a posé une question par rapport à ce concept. Alors le concept c'est quoi? Le concept c'est la Doomsday Clock. Donc grosso modo l'horloge de l'apocalypse. C'est un concept qui est assez, ça a quelques dizaines d'années si je me trompe pas. Alors attends, 1947, ok, voilà, au lendemain de l'apparition des bombes nucléaires. Et donc c'est une horloge un peu conceptuelle qui n'a pas de début, mais justement tout le concept c'est la fin du monde, et donc c'est minuit. Et donc si je comprends bien, ce sont des calculs qui en plus mélangent toutes les menaces. Elles sont pas forcément d'ordre guerrière. Il y a aussi la menace écologique, enfin plein de choses. Et alors on recalcule donc en fait à rebours les événements depuis 1947 par rapport à ce fameux minuit qui est censé arriver. C'est vraiment extrêmement conceptuel. J'ai un peu du mal moi ça me parle pas trop. Donc Sabier, est-ce que tu vois bien ce que c'est? Comment est-ce que tu peux mieux
mieux le définir que moi parce que moi je t'avoue que ça m'échappe un peu. C'est assez ça va assez loin mais après ça a l'air très scientifique et beaucoup de calculs, mais il y a quand même quelque chose de très conceptuel qui me dépasse. Et alors la question, il y en a plusieurs en une, hein, forcément. Donc actuellement, à l'instant T, on est à moins 89 secondes. Donc voilà, encore faut-il savoir expliquer rationnellement, tangiblement ce que c'est voilà, dans l'esprit des gens. Et donc quel est voilà, qu'est-ce que ça veut dire être à 89 secondes de l'instant de minuit dans l'horloge de l'Apocalypse? Quel est son intérêt au passage, autre que de faire trembler les chaumières? Est-ce un outil d'analyse valide à tes yeux? Est-ce un outil indépendant ou au contraire idéologique, utile à l'entretien d'une peur ou de la propagande d'une guerre ambiante? On t'a donné une partie de réponse. Ça sert si tu veux, c'est une métaphore symbolique. C'est pas une prédiction. C'est une métaphore symbolique qui permet en fait de déterminer à quel point c'est la merde. Je pense que c'est la bonne façon de le définir. Effectivement, au début de l'année, c'était à 89 secondes. Ça se rapproche tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a 5 corps de menace. C'est l'information, le climat, le nucléaire, l'IA et les biotechnologies. Et on n'a jamais été aussi proche d'une guerre nucléaire totale. L'IA, pour l'instant, on n'a pas trop de visibilité sur notre capacité à le contrôler. Tout ce qui est relatif à la surveillance de l'information, ça devient de plus en plus complexe, en partie avec les blockchains et en partie avec l'extension d'Internet. Les biotechnologies, c'est un sujet qui est poussé très loin et pas toujours dans une maîtrise totale. On le voit avec la Chine, qui a fait pas mal de conneries dans ses labos. Vous savez très bien de quoi je parle. Et puis le dernier, c'est le climat. Donc voilà, on est tous maintenant quand même au fait que l'horloge thermique de la planète se dérègle à cause de l'activité humaine. Tabou, en fait, ça crée une sensation globale très complexe. Très appréhendée, on le voit de toute façon dans l'attitude qu'ont les gens au quotidien. Les gens changent. Il y a de plus en plus d'agressivité, d'agression. Les gens ont peur de ce qui se passe parce que les menaces, elles sont tellement diverses et importantes. Et puis les médias, ils déversent des camions-citernes d'essence dessus pour faire leur beurre. Donc c'est compliqué de maintenir une énergie positive. Mais voilà, le plus gros... le plus gros avant de mémoire, je crois que c'était 2018. Il y avait 2 minutes et c'était sur la renaissance des tensions nucléaires. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà l'idée. Oui, je comprends bien. Mais alors, en gros, ouais, c'est ça qui est pas clair. C'est cet été, on est apparemment à 89 secondes. Qu'est-ce que ça symbolise vraiment ces 89 secondes? C'est si quelqu'un fait quelque chose qui est un acte qui relève du point de non-retour, en 89 secondes, il se passe vraiment quelque chose de gravissime, un missile nucléaire qui est lancé, quelque chose comme ça, quoi. Non, mais c'est un indicateur, comme je t'ai dit, c'est un modèle, quoi. C'est Un modèle, ok. C'est fait pour essayer de prédire, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot. Et en fait, en gros, tu as 5, les 5 domaines dont je t'ai parlé. Et en fait, les calculs, ils sont faits par à quel point c'est entamé. Donc, si tu prends par exemple la menace nucléaire, qui est celui sur lequel moi je peux le plus parler, le risque d'usage d'une arme nucléaire, là, il est à son paroxysme entre les différentes puissances. États-Unis, Chine, Corée du Nord, Iran, nous, enfin c'est très très intense ce qui se passe en ce moment. On a vu les frappes ciblées américaines en Iran. S'il n'y avait pas de danger, il ne serait pas intervenu. Donc il y a quand même des sujets qui sont très très inquiétants. La guerre en Ukraine, il y a des menaces nucléaires directes de la Russie, des communiqués et des prises de parole où la Russie dit très clairement qu'elle n'exclut pas l'usage de l'arme atomique, les missiles hypersoniques, la Corée du Nord qui intensifie ses tests. Donc ça c'est vraiment des choses qui sont importantes. Et après tu as le climat,
technologies émergentes, l'IA, la biotech, l'information. Donc si je comprends bien, moi qui ai vraiment un esprit un peu plus cartésien là pour le coup, ça me dépasse un peu. La seule manière pour moi de m'approprier cette idée du Doomsday Clock, c'est même si voilà, ce sont pas des secondes à prendre au niveau littéral, c'est un outil qui permet de mesurer la différence de gravité d'événements en fait, de crise en fait. Ça permet de comparer voilà à telle époque ce qui s'est passé en 1947, ce qui s'est passé en 1991, ce qui s'est passé en 2025, et ben c'est comment dire, 2 fois plus grave ou 3 fois moins grave. Ça met des proportions de gravité entre les différentes périodes de l'histoire en gros quoi. Oui, après ça reste un outil qu'il faut prendre avec des énormes pincettes. Enfin, si tu veux, c'est pas du tout pas du tout scientifique comme enfin y a pas de c'est une étude scientifique, mais la véracité elle est impossible à démontrer. Après voilà, il y a les gros événements. Oui, 47, le projet Manhattan, c'est le premier gros événement. Après ça a baissé quand il y a eu la fin de la guerre froide, et là depuis 2018 ça s'enraye. Mais si tu veux, alors c'est un outil intéressant pour quelqu'un qui est non initié, pour se dire tiens, mais à quel point c'est la merde, parce qu'effectivement c'est la merde. Donc il n'y a pas trop de doute là-dessus. Après voilà, ça crée quand même de la panique. Bah, Pour c'est pas surtout forcément grand-chose. au-delà de la panique. Bon, j'ai quand même envie qu'on conclue, mais quand même c'est assez important. C'est quand même au niveau psychologique, ça génère quand même une mentalité qu'il y a un mur, ce mur se rapproche et il y a rien derrière. C'est ça en fait qui me perturbe en fait au niveau vraiment presque idéologique en fait. Il y a vraiment une idéologie de on va tous crever en fait, et c'est ça qui est bizarre. C'est qu'en fait bah non, il faudrait presque s'inscrire en opposition à un tel mot dire et dire bah non, faut construire, il faut voir dans l'avenir. Et donc ce modèle-là, à part justement, c'est même pas qu'il fait peur, c'est qu'il est limitant en fait. C'est ça qui me dérange. Ouais, il y a deux interventions intéressantes. Noé a totalement raison, c'est très très anxiogène, et moi je rejoins, et là c'est de l'opinion, je rejoins Jack Larnac. Pour moi le danger il est là. Le danger d'une guerre nucléaire, j'y crois absolument pas. C'est impossible, parce que en fait, si tu veux, ça n'a aucun sens. Les gens qui dirigent des pays, ils sont pas fous. Je veux dire, Poutine n'est pas fou, Xi Jinping il est pas fou. Ils vont pas essayer de nous atomiser, parce que si Poutine demain il nous envoie un truc dans la gueule, il sait que théoriquement il est censé y avoir un SNLE en mer. Actuellement il y en a 3. L'information elle est publique. Je suis pas contre le fait que ce soit public, mais comme elle est publique, je vous la donne. Il y en a 3. Un SNLE, ça peut tirer 8 missiles nucléaires simultanément, qui part dans le ciel, qui se déploient en parapluie avec 10 ogives à chaque fois à l'intérieur. C'est un rayon de dégâts entre les dégâts réels, la chaleur et la radiation, qui est de 3600 km. Donc en fait, si tu veux, ça n'a aucun sens, puisqu'en fait on peut nettoyer la Russie de la carte en l'espace de 15 minutes. C'est le délai à peu près pour aller tirer jusqu'à la Vladivostok. Mais donc en 15 minutes, c'est fini. Enfin, ça n'a aucun sens. Par contre, effectivement, là où Jack Larnac a totalement raison, c'est le bordel dans énormément de pays. En Europe, voilà, récemment, Macron, il a beaucoup à faire avec le rapport sur les frères musulmans. Il y a le rapport sur la militarisation de l'extrême droite qui arrive. L'Angleterre est au bord de la guerre civile, avec des dissensions qui sont devenues intenables entre les communautés pakistanaises principalement et anglaises, et d'autres communautés. Ça, c'est du danger. Ça, c'est du danger. Étonnamment, l'Espagne s'en sort un peu mieux. Le pays qui s'en sort le mieux, c'est l'Italie actuellement. Mais voilà, Giorgia Meloni est une femme étonnante. Je vais employer ce mot. Après, on peut l'aimer ou pas l'aimer, mais moi, je trouve qu'elle essaye de faire des choses. Après, est-ce que c'est dans le bon sens, dans le mauvais sens? Ça, c'est de l'opinion politique. Mais elle essaye de changer un peu les lignes, malgré son impact, l'impact absolument minuscule de son pays dans le monde. Et après, dans les pays arabes et africains, quoi. Je veux dire, tu vois, on parle énormément de Israël-Palestine, mais le Congo, personne n'en parle. On a dû réintervenir au Mali, personne n'en parle. Le Sénégal,
Ça devient totalitaire. Le Yémen et Oman, c'est absolument catastrophique ce qui est en train de se passer. Enfin, il y a énormément de pays qui sont dans une situation très compliquée. Moi, je pensais pouvoir avoir une fin de boulot tranquille. Bon, ben, la Thaïlande et le Cambodge n'ont pas trouvé mieux que de se foutre sur la gueule. Du coup, on a du boulot. Donc, tu vois, enfin, ça pète un peu partout et les difficultés sont plus, pour moi, internes en fait, un conflit à grande échelle peut partir par le jeu des alliances, comme c'était le cas en 14. Parce que, voilà, typiquement, à un moment où on a eu peur, quand l'Iran a menacé de représailles, en fait, les États-Unis, c'était à peu près au même moment où le Pakistan et l'Inde ont commencé à se mettre sur la gueule. Et au sud de l'Inde, il y a une île qui s'appelle Ceylan, enfin c'est le Sri Lanka maintenant, et c'est une ancienne colonie néerlandaise, et il y a énormément de bâtiments néerlandais qui passent, des bâtiments commerciaux, etc. Et on a eu très peur que le Pakistan, par erreur ou par conflit, coule un bâtiment néerlandais ou attaque un bâtiment néerlandais, fasse des morts, et que les Pays-Bas, du coup, par capillarité, nous attirent vers quelque chose vers lequel on ne veut pas aller, quoi. Donc, tu vois, c'est possible, mais après, on essaie de faire en sorte que ce soit pas le cas. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Sabier. Là, on a dépassé là maintenant bientôt 1h30 d'émission, de podcast public, et je pense que c'est très très suffisant. Il y a, justement, je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant de conclure là-dessus, mais j'ai vraiment envie de te laisser libre là-dedans, parce que c'est une radio libre, on rentre dans le sujet en direct, vous prenez ou vous prenez pas. C'est une question par rapport à ton pédigré et ton parcours. Et en fait, étant donné que moi, à la base, j'avais prévu de faire de véritables interviews un peu préparées, ton pédigré, moi, je l'avais prévu de le poser voilà, tranquillement en ayant préparé. Si tu as envie de dire quelque chose par rapport à ça, tu es libre maintenant. Sinon, voilà, on peut juste se quitter, se dire au revoir, et puis à très très bientôt, soit pour des radios libres, soit comme je viens de le dire, pour des interviews un peu plus denses et un peu plus pensées, voilà, efficacité et pédagogie. Donc que ce soit dans le cadre de la défense avec toi, mais on a quelques personnes aussi sur d'autres sujets d'ordre économique, culturel aussi, et ça risque d'être pas mal. Là, les enregistrements vont continuer au courant du mois d'août. Et donc voilà, si jamais, je sais que c'est un peu rigolo et donc ça rend la chose intéressante. Si tu veux conclure par ce que tu peux dire sur toi, et voilà, c'est à toi. Et puis on se dit à très bientôt après ça. C'est marrant de conclure par le début. C'est marrant, hein. C'est original. Non, mon pédigré, après, j'en ai déjà quand même parlé. Enfin, j'ai déjà parlé de pas mal de choses sur moi aux gens qui sont sur la Radio Mail depuis un peu de temps. Voilà, mais j'ai travaillé du côté industriel pendant pas mal d'années. J'ai monté des échelons jusqu'à diriger des actions commerciales industrielles au sein d'un grand groupe. Et après, j'ai été récupéré directement par le Cornu, par les actions que je menais de relations entre l'État et les industriels. Et je suis passé de l'autre côté, quoi. Voilà. Donc voilà. Et je pense que ma dernière évolution était une erreur. J'aurais dû refuser. Mais ça, c'est personnel. J'en parlerai pas plus parce que c'est de l'opinion. Mais voilà, j'ai un parcours industriel complet du début à la fin. Et du coup, je bosse dans l'armement. C'est pour ça que j'ai ce niveau de connaissance-là. Parce que c'est mon métier. C'est comme ça, il faut des gens qui le font. Et voilà. Et j'espère que c'est utile et que ça a un peu débunké quelques trucs. Et ceux qui sont sur Radio Mail depuis un bon moment et qui me connaissent un peu, ils savent que j'ai jamais de problème à répondre aux questions quand j'ai le droit d'y répondre. Parce que parfois, on me pose des questions, j'ai pas le droit de donner l'information, je peux rien y faire. Je préfère quand même pas finir ma vie au trou, c'est plutôt bien. Donc je peux pas le faire, et quand je peux le faire, pas hésiter. Il y en a qui me posent régulièrement des questions quand il se passe des choses pour avoir des infos. Donc parfois mes infos sont biaisées parce que moi je vois les intérêts de la France. Évidemment, mais je donne en tout cas la position officielle de la France sur ces sujets-là. Voilà.
Ouais, c'est ça, et non, et c'était tout à ton honneur justement de nous transmettre cette approche, quoi, cette culture. Donc oui, effectivement, ça fait quelques mois que le réseau existe, mais donc ce podcast-là sera l'une des premières publications avec une radio libre qui a été faite il y a quelques semaines, qui présente tout l'éventail de toutes les idées de tout le collectif, tous les gens qui ont envie de faire des émissions. Donc voilà, il y a une radio libre qui prend au moins presque une heure, je crois, à faire l'éventail de toutes les idées. Certaines vont se faire, certaines ont déjà commencé, certaines vont peut-être ne pas se faire, mais c'est pas grave, ça donne un peu l'idée du concept. Et donc ça fait plusieurs mois que ça s'impatiente, ou au contraire qu'on se retient, qu'on se rassure, etc. Et là ça commence cet été à tranquillement prendre forme, quoi. Et donc merci encore Sabier de nous avoir partagé un petit peu tout ça. Avec plaisir, c'était super cool le format, et j'espère que ça va marcher. Je suivrai ça avec attention. Bah ouais, là c'est un petit format qui me sert d'entraînement pour les interviews, mais on garde quand même ce côté radio libre avec les gens. Voilà, le fait d'être un peu entre les deux eaux, ça permet d'avancer sereinement sur les deux aspects. Et puis on verra quand est-ce que ça continue. En tout cas, va y avoir au moins un enregistrement de Radio Libre toutes les semaines, et puis on essaie de préparer les interviews du mieux qu'on peut. Donc des interviews qui sont sur des sujets précis, et en fonction des gens, ça peut s'étaler sur vraiment une série d'émissions autour d'un domaine ou d'une personne, etc. Et comme je vous ai dit, il y a une émission où on fait tout le panel de toutes les idées de toutes les personnes qui sont motivées. Et voilà, je vous remercie à tous, une bonne soirée, et puis à très bientôt.